La science, ou plus précisément la démarche scientifique, est un ensemble de méthodes visant à produire efficacement des connaissances sur le monde, notamment grâce à une constante remise en question qui lui permet d'évoluer et de progresser. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter une petite expérience où on va étudier la question des chakras. Et avant ça, il était important de faire un petit point sur la question de méthodologie parce que si on a envie d'avoir des connaissances fiables sur un sujet, il nous faut des outils pour pouvoir acquérir au mieux ces connaissances et trier les informations probablement vraies de celles probablement fausses. Bon, cette vidéo est une introduction, on ne va pas aller en détail sur comment déterminer si une information est vraie ou pas, déjà parce que ce serait sacrément long, et qu'il y a déjà pas mal d'autres chaînes qui le font, je vous en reparle à la fin, et il y aura des liens en description. Ce qu'on va faire ici, c'est d'abord voir pourquoi il peut être préférable de croire à des choses vraies, est-ce que c'est vraiment grave de croire à des trucs faux, et dans ce second temps, on va voir quelle attitude avoir pour éviter de se laisser influencer par notre propre cerveau, qui n'est pas toujours optimal quand il s'agit d'être rationnel. Heureusement, il y a quelques trucs bons à savoir pour réussir à changer d'avis quand on a tort et garder cet avis quand on a raison. Bon, pourquoi c'est important d'avoir une méthode rigoureuse lorsqu'on fait des recherches? On va prendre l'exemple de la médecine, parce que c'est un sujet où il y a pas mal de fausses informations qui circulent un peu partout. Si notre but est de trouver un traitement qui soigne des gens efficacement, alors il nous faut savoir quel traitement est efficace ou pas. Mais si on n'est pas dans une démarche d'honnêteté intellectuelle, et donc qu'on n'accepte pas d'avoir tort si je trouve on a tort, alors les conséquences sont qu'on va rester persuadé qu'un traitement est efficace alors qu'il ne l'est pas, ou l'inverse. Dans des cas comme la médecine, ne pas être dans une démarche rationnelle de recherche de la connaissance, ça veut dire des soins moins efficaces qui peuvent aller jusqu'à condamner des gens en leur donnant des traitements inefficaces, voire dangereux, à la place de traitements qui auraient pu les soigner. Donc à une question, le traitement X est-il efficace pour traiter la maladie Y, la posture scientifique va chercher les différents éléments et preuves sur le sujet, puis conclure si oui ou non cette thérapie est efficace. Et à l'inverse, la posture dogmatique va faire ce qu'on appelle du raisonnement motivé, elle va partir d'une conclusion déjà établie, si oui ou non le traitement marche, et va chercher uniquement les raisonnements qui vont conforter cette position. Donc là, si on a tort, il n'y a pas de possibilité de s'en rendre compte. Là, j'ai pris l'exemple de sauver des gens, mais c'est le même raisonnement avec d'autres objectifs. Si votre but c'est de défendre le bonheur général, ou à l'inverse la maximisation de la souffrance, alors il sera logique de rejeter les idées qui ne vont pas dans ce sens, même si vous aimez bien ces idées-là. Voilà pourquoi l'esprit critique et la remise en question sont très importantes en politique, parce que sans ça, on en vient à défendre bec et ongle des idées qui n'ont en fait pas de conséquences positives par rapport à nos propres objectifs. C'est alors contradictoire. Bon, ce que j'ai dit là, ça peut sembler assez évident pour certains d'entre vous, mais ça me semblait important à préciser avant de passer à la suite. Soit on est dans une démarche où on n'est pas intéressé par la vérité, et dans ce cas, effectivement, ça ne sert pas à grand chose de se questionner sur comment acquérir au mieux les connaissances, soit on veut bel et bien avoir des connaissances vraies et éviter de croire à des choses fausses, et dans ce cas, on accepte que parfois on sera amené à changer d'avis, même si ça ne nous plaît pas toujours. Et à partir de ce moment de la vidéo, je vais considérer que vous êtes dans la deuxième option, on a envie d'avoir des connaissances justes sur le monde, maintenant il faut voir comment on fait pour avoir ces connaissances et éviter de croire à des choses fausses. Nos connaissances ont évolué au cours du temps grâce à des remises en question. Parfois on se trompe et c'est normal, ça fait partie du processus. L'important ensuite c'est d'accepter de s'être trompé et de comprendre pourquoi. De manière générale, on y gagnerait à développer une culture du changement d'avis où on valorise le fait d'admettre qu'on a eu tort et que grâce à ça, on a appris des choses. Donc idéalement, il faut qu'on soit en mesure de changer d'avis si on a tort, mais on va voir que c'est pas toujours si simple, d'où l'intérêt des méthodologies scientifiques. On a tous des croyances fausses, ça c'est pas grave. Maintenant, si on veut éviter de continuer à croire à ces choses fausses, surtout lorsque ça amène à des conséquences très négatives, c'est vraiment important d'admettre qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on se trompe certainement sur tout un tas de sujets. Donc comme je disais, un prérequis essentiel, c'est la remise en question. Si je pense qu'une chose est vraie, mais qu'on me démontre l'inverse avec des preuves et des arguments solides, je dois pouvoir changer d'avis, sinon c'est une approche dogmatique, et le dogmatisme, par définition, ne peut pas nous aider à apprendre des choses, puisque si on a tort à un moment, eh bien on aura tort pour toujours. Dans la démarche scientifique, c'est l'inverse du dogmatisme. Si on a tort, on veut le savoir pour se remettre en question et changer d'avis. Comment se forger une opinion basée sur des preuves solides et des raisonnements logiques? En premier temps, aussi bien dans un débat que dans des recherches personnelles, il nous faut suspendre notre jugement, c'est-à-dire envisager que les connaissances qu'on avait jusqu'alors sont peut-être fausses, peut-être qu'on avait raison, peut-être qu'on avait tort, peut-être un peu des deux. On verra une fois les recherches effectuées. Il faut donc être prêt à accepter les arguments qui iront à l'encontre de ce qu'on croyait être vrai. Et sans les outils méthodologiques, on peut facilement en arriver à croire des choses qui peuvent sembler vraies alors qu'elles ne le sont pas. Et une fois qu'on a des croyances fausses, c'est pas évident de les faire changer, car notre cerveau est très bien câblé pour conserver les croyances qu'il a déjà. Comme exemple de ça, on a déjà parlé dans les précédentes vidéos des biais de confirmation, de la réactance, de la dissonance cognitive, des processus d'engagement, autant de processus psychiques qui nous rendent réticents à changer d'avis. Et je vous invite à regarder cette vidéo pour vous familiariser avec ces concepts d'engagement, de dissonance cognitive, etc.
Donc notre premier ennemi quand on fait des recherches, c'est nous-mêmes et notre cerveau qui peuvent nous induire à des erreurs de raisonnement, avec par exemple les biais cognitifs, qui sont des raccourcis, des jugements simplifiés de notre cerveau, qui peuvent nous amener à des erreurs de logique ou à des traitements de l'information pas très rationnels. On a par exemple déjà évoqué le biais des coûts irrécupérables, où pour faire un choix, on va prendre en compte des coûts qui ont déjà été payés et qui ne devraient théoriquement plus être pris en compte. Il y a l'erreur fondamentale d'attribution, qui nous fait davantage penser que les comportements des autres sont dus à des causes internes en omettant le contexte. Il y a aussi le biais de favoritisme pro nos groupes, où on va privilégier les intérêts de ce qu'on catégorise comme appartenant à notre groupe social. Et il y a aussi le biais du statu quo, qui nous fait davantage faire des choix qui minimisent le changement. Bon, et il y a le fameux biais de confirmation qui va nous pousser à accepter plus facilement des informations qui confirment nos opinions et nous rendre plus méfiants face aux informations dont on est en désaccord. Donc forcément, ça ne facilite pas la remise en question. Bon, ça fait déjà plusieurs exemples, mais des biais comme ça, il y en a encore pas mal. En psychologie, on en définit et catégorise plus de 200, donc on va clairement pas tous les voir ici, mais je vous laisse quelques liens là-dessus en barre d'infos si vous voulez creuser le sujet. Et il faut bien se dire que ces biais concernent tout le monde, sans exception, et donc vous aussi. Ce n'est pas du tout une question d'intelligence. Connaître nos biais, c'est bien pour les limiter, mais ça ne les fait pas disparaître pour autant. Et quand on pense qu'on n'est pas sujet à ces biais, c'est là qu'on y est d'autant plus vulnérable. Et d'ailleurs, il y a même un biais cognitif qui s'appelle l'illusion de l'unique invulnérabilité et qui désigne justement le fait de penser qu'on est moins sujet que les autres à ces biais cognitifs. Bon, maintenant qu'on est prêt à se faire un avis basé sur des preuves, il nous faut voir comment trier les informations probablement vraies de celles probablement fausses. Tout d'abord, on peut se demander d'où viennent ces informations. Est-ce que ça vient d'une anecdote personnelle, d'un média, d'une étude scientifique? Et évaluer ça en se basant par exemple sur une échelle de preuves telle que celle-ci. Une anecdote personnelle vaut généralement moins que l'avis d'un expert, pour qui l'avis vaut moins que celui de multiples études scientifiques, elles-mêmes valant moins que les conclusions de méta-analyse ou qu'un consensus scientifique. Après, il peut arriver que des anecdotes personnelles soient vraies, tout comme il arrive que des études affirment des choses qui sont ensuite démenties. Et idéalement, si on a le temps, le meilleur moyen de se faire un avis sur un sujet, c'est de lire toutes les études qui ont été faites sur le sujet et de les trier en fonction de leur qualité méthodologique. On fera moins confiance à une étude qui a beaucoup de biais, des échantillons faibles, etc. Du coup, ça nécessite également de pouvoir lire et comprendre comment sont écrites les études scientifiques, et ça s'apprend, c'est pas si évident, et j'essaierai d'y revenir une prochaine fois. Mais dans la pratique, pour la plupart des sujets, on ne peut tout simplement pas faire ça. On n'a pas forcément le temps ni les compétences pour évaluer la qualité méthodologique de chaque article et en interpréter correctement les conclusions. Moi-même, sorti de la psychologie, si vous me demandez de lire des études de géologie ou de physique, je ne comprendrai pas grand-chose. Donc il nous faut des astuces pour se faire un avis, même sur des sujets sur lesquels on n'a pas la possibilité de bien creuser. Déjà, on peut se demander s'il y a un consensus entre les différents experts du domaine. Ça peut être un bon indice qu'un certain modèle théorique est plus crédible qu'un autre. Pour voir s'il y a un consensus sur un sujet, on peut s'habituer à un petit réflexe assez simple. C'est par exemple d'aller sur les pages Wikipédia et ensuite d'aller regarder la catégorie critique ou controverse. Si on voit par exemple qu'une théorie ou qu'une personne sont discréditées par l'ensemble des experts du domaine, ça peut nous donner des raisons d'être d'autant plus vigilants sur cette personne ou sur cette théorie. Et généralement, à part sur des sujets très spécifiques, Wikipédia vous donnera un plutôt bon aperçu des connaissances actuelles sur un sujet. Et c'est en tout cas beaucoup plus fiable que se baser sur des magazines, sur des réseaux sociaux ou n'importe quel média. Et je ne dis pas que tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ou tout ce qu'il y a dans les médias est faux, mais ça arrive suffisamment souvent pour qu'il faille être méfiant. Une astuce pour voir la fiabilité d'un article sur Internet, ça peut être de commencer par regarder ses sources. Sur quoi l'article se base? Est-ce que les journalistes ont été lire des études ou est-ce que les propos sortent de nulle part? Et quand il y a des études de citer, on peut vérifier que l'étude est correctement comprise et décrite dans l'article. C'est assez courant qu'on ait une étude qui affirme une chose de manière modérée, il se pourrait que ceci ou cela, et que les médias le mettent en avant comme une étude a dit ça, et hop, ça devient une vérité absolue. Et surtout, il faut qu'on pense à croiser les sources pour avoir une vue plus globale sur un sujet, et pas juste un seul point de vue. Parce que si j'avais cet unique point de vue à tort, on s'en rendra pas compte. Voyons voir quelques principes de base importants à connaître. Déjà, des principes de logique. Sans entrer dans les détails, on peut généralement structurer un argument sous la forme de ce qu'on appelle un syllogisme, avec des prémices et une conclusion qui découle logiquement de ces prémices. Je vous renvoie vers cette vidéo de Monsieur Phi pour aller plus en détail là-dessus. Le fait d'avoir ça en tête nous permettra de cibler pourquoi on est en désaccord sur un sujet donné. Est-ce qu'on est en désaccord sur les prémices ou alors sur le raisonnement? Et si on se trompe sur un sujet, c'est forcément que soit une de nos prémices est fausse, soit que notre raisonnement est illogique. Et si on a un désaccord sur les prémices, alors il y a de grandes chances pour qu'on ne soit pas d'accord sur la conclusion. Penser à ça peut nous éviter de nous prendre la tête pour rien. Beaucoup de débats politiques n'ont pas de sens à cause de ça. Si on n'a pas les mêmes buts, donc pas les mêmes prémices, ça ne sert à rien de débattre une idée politique précise, puisqu'on n'entend pas les mêmes choses. Pour vérifier les prémices, on en revient donc aux questions de tri, la véracité des faits, et pour ce qui est de raisonner correctement, on en revient d'une part au fait de ne pas se laisser avoir par les biais de notre cerveau, et d'autre part d'éviter l'usage des arguments fallacieux tels que les paralogismes, qui sont des arguments ou des raisonnements qui ont l'apparence de la logique, mais qui sont en fait trompeurs,
et là aussi, il y en a pas mal. Comme exemple de paralogisme, on a les attaques ad hominem qui consistent à critiquer la personne au lieu des arguments, on a l'appel à la nature, malheureusement très commun dans les milieux écolos, qui revient à présupposer que si c'est naturel, c'est mieux, alors qu'en fait, il y a pas mal de contre-exemples, genre le champignon vénéneux ou le virus Ebola. Il y a pas mal d'autres paralogismes de ce genre, comme l'appel à la tradition, on a toujours fait comme ça, donc c'est bien, on a l'appel à l'autorité, un prix Nobel a dit ça, donc c'est vrai. Encore d'autres exemples, on a tendance à penser que si un événement précède un second événement, alors le premier est la cause du deuxième. On appelle ce paralogisme post hoc ergo propter hoc, qui veut dire en gros, c'est à la suite de ça, donc c'est causé par ça. Et c'est un paralogisme parce qu'en pratique, la succession de deux événements n'implique pas forcément que le premier cause le deuxième. Et toujours dans l'idée d'attribuer des causes là on n'a pas toujours les éléments nécessaires pour ça, il y a la confusion entre corrélation et causalité. On a tendance à penser que si deux choses sont corrélées, alors l'une est la cause de l'autre. Pourtant, il y a bien des cas où il y a des corrélations et qu'il n'y a pas de relation causale. On a par exemple une corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. Mais ça peut s'expliquer autrement que par un impact du chocolat sur l'intelligence. On peut l'expliquer par exemple avec le taux de richesse qui influe à la fois sur la consommation de chocolat et à la fois sur le taux de prix Nobel. Dans ce contexte, le troisième facteur, qui est le taux de richesse, on appelle ça le facteur confondant. Lorsqu'on échange avec d'autres personnes, si on veut éviter le gros cliché de chacun défend sa position sans écouter l'autre, les personnes changent d'avis, il est bénéfique d'adopter une démarche scientifique et d'humilité. Pendant une discussion ou débat, peu importe, partons du principe que peut-être qu'on a tort et que la personne en face dit des choses sensées, qu'elle a de bonnes raisons de penser ce qu'elle pense. Partons aussi de l'idée que l'autre n'est pas malveillant et que s'il ne défend pas la même position que nous, c'est peut-être pas dû au simple fait que ce soit un coup ou qu'il soit payé par les lobbies. Ça ne veut pas dire que tout le monde est bien intentionné, que personne ment ou manipule les données d'autres intérêts, mais attendons d'avoir des preuves de ça avant de faire de telles accusations. Et c'est pour cette même raison que j'ai utilisé le terme de paralogisme et non de sophisme, parce que le paralogisme désigne une erreur que l'on fait involontairement, là où le sophisme désigne plutôt le fait de tromper intentionnellement. Et quand la discussion part sur l'idée que l'autre n'est pas un abruti, qu'il n'est pas malveillant et qu'on est tous prêts à changer d'avis si les arguments d'en face sont convaincants, ça part déjà plutôt bien et on va pouvoir avoir un échange constructif. Lorsqu'on contredit une personne, on peut aussi s'assurer qu'on a bien compris ses propos en reformulant pour être sûr de ne pas faire un homme de paille. Un homme de paille, c'est un argument fallacieux où on critique non pas ce que dit l'autre personne, mais ce qu'on lui fait dire. Et quand on lui fait dire quelque chose d'absurde, forcément, c'est beaucoup plus facile à contredire. Et quand on est dans des situations où c'est difficile de débattre sereinement, on peut opter pour l'entretien épistémique, qui consiste à poser des questions sur ce que défend notre interlocuteur pour mieux comprendre sa position. Ça permet de faciliter la remise en question chez ceux qui posent les questions, mais aussi chez ceux qui y répondent, parce qu'on aura ainsi tendance à mieux voir les éléments contradictoires de nos raisonnements que lorsqu'on nous les met directement en face. En gros, ça limite les effets de réactance qu'on peut avoir lorsqu'on est contredit. Et sur cet entretien épistémique, je vous renvoie vers la superbe conférence de Mr. Sam sur le sujet. Et encore un truc important, on a le droit d'assumer qu'on ne connaît pas bien le sujet, et on peut ne pas se prononcer si on n'a pas envie de se prononcer sur des sujets qu'on ne connaît pas. On a bien souvent trop tendance à affirmer des choses avec beaucoup de certitude, alors même qu'on ne connaît pas tellement le sujet dont on parle. Bon, il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet, j'ai clairement pas été exhaustif, et je vous renvoie vers le travail d'autres personnes qui font déjà du super boulot de vulgarisation sur les questions de méthodologie. Il y a notamment les super chaînes de hygiène mentale, de par le début, il y a les cours de zététique et autodéfense intellectuelle de Richard Monvoisin qui sont vraiment géniaux. Il y a encore plein d'autres choses, je vous mets tout ça en description. J'ai mis surtout des vidéos, mais il y a aussi quelques lectures. Et pour mettre en lien l'esprit critique avec des sujets relatifs à la politique et à l'éthique, vu que c'est un peu le cœur de la chaîne, je vous renvoie vers le super travail de Florence Delry et son site Questions Animalistes qui traite notamment des questions de l'éthique animale. Je vous invite à visionner sa conférence Véganisme et Esprit Critique qui aborde les problèmes de méthodologie qu'on rencontre dans les débats sur ces questions, et aussi sa conférence sur les mythes de l'alimentation naturelle qui déconstruit pas mal d'idées reçues qu'on peut avoir sur ce sujet. Je suis assez impatient de vous retrouver dans la prochaine vidéo pour la fameuse expérience des chakras. On va voir comment construire un protocole scientifique, comment limiter les biais, ce qu'on peut conclure ou non d'une unique étude, etc. Et donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Ciao!